Au camp d'Émile, quand j'ai vu où j'étais, la cour pleine de gens, des femmes qui pleuraient, des gosses qui hurlaient, les hommes qui ne savaient pas, qui tournaient en rond, je dis ça y est, je suis dans un camp. Le sentiment général, c'était le désespoir, surtout pour les familles qui avaient des enfants. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va faire? On va nous déporter quelque part. Mais il est évident que personne ne pouvait imaginer à l'époque qu'il y avait les camps d'extermination. Ça, pour nous, c'était inconcevable. Comment se fait-il que des gens, le pays des droits de l'homme, des gens que nous devions considérer comme nos protecteurs, étaient en fin de compte nos bourreaux? Comment se fait-il? Ça n'est pas possible que ça passe tout ça ici. Pas possible. Voici l'histoire méconnue de ce camp, où 10 000 personnes ont transité de 1939 à 1942, et où le pire finit par être commis à l'été 1942, avec la déportation de 2000 hommes, femmes, enfants, juifs. On est dans une tuilerie, il y a de l'argile partout. C'est aussi l'histoire du long combat pour la création d'un mémorial, et de l'usage vertueux qui peut en être fait aujourd'hui, dans nos sociétés de nouveau livrées à l'intolérance et à la haine de l'autre, et que les jeunes générations doivent apprendre à combattre. Un jour de 1933, le nazisme né à Munich s'était dressé sur l'Allemagne et du même coup un immense danger se levait sur l'Europe. Comme une infection purulente, le nazisme avait gagné jour après jour, ville après ville, l'Allemagne entière. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à Hitler, au lendemain de l'invasion de la Pologne par les nazis. La France décide alors d'interner dans des camps les citoyens allemands et autrichiens présents sur son territoire. Ces réfugiés, qui pour la plupart ont fui le nazisme pour trouver un refuge en France, sont désormais considérés comme des ennemis potentiels. C'est le cas notamment au Mille, près d'Aix-en-Provence, où la plus importante usine de ce petit village est réquisitionnée. Elle employait plus de 200 personnes à Tuileries. C'était la mère nourricière des Milles, je peux le dire. Parce que c'était grâce à ça que les Millois vivaient à 80%. Hein. La plupart des Millois, ils ont travaillé à la Tuilerie. Moi, mon père, il était pressier. C'était la belle vie. On gagnait de l'argent. Les ouvriers, ils étaient pas malheureux. Au contraire. Le 7 septembre 1939, les premiers internés arrivent dans cette usine. Parmi eux, de nombreux artistes et intellectuels qui ont fui le nazisme et menaient une vie paisible depuis plusieurs années dans le sud de la France. Léon Feuchtwanger, célèbre écrivain allemand qui avait trouvé asile à Sanary-sur-Mer depuis 1933, fait partie des premiers internés. Lecture Léon Feuchtwanger. Nous étions là, debout, à attendre. Nous avions tous imaginé notre sort bien autrement lorsque nous étions arrivés en France. Les mots liberté, égalité, fraternité étaient inscrits en lettres géantes au-dessus du portail de la mairie. On nous avait fêtés lorsque nous étions arrivés des années plus tôt. Les journaux avaient publié pour nous des articles de bienvenue affectueux et pleins de respect. Les autorités nous avaient assuré que c'était un honneur pour la France de nous accorder l'hospitalité. Le président de la République m'avait reçu personnellement. À présent, on nous incarcérait. Il faut bien penser que là, on n'est pas dans des arrestations de masse. Hein. Feuchtwanger, il vient en taxi se faire interner au camp d'Émile.
Donc c'est vraiment une décision administrative. Lui, il pense qu'il va pouvoir expliquer qu'il y a un malentendu. Hein. Il est un ami de la France. Il a été décoré quelque temps avant par le président du Conseil pour son œuvre. Il a vraiment confiance dans la capacité de la France à le protéger. Et il se retrouve piégé dans une situation absurde. Quand on déclare la guerre à l'Allemagne, il faut bien avoir en tête quelle est la mentalité de la France à ce moment-là. Ce dont on a peur, c'est ce qu'on appelle la 5e colonne. Vous avez entendu cette expression, 5e colonne? Non? C'est l'idée d'un ennemi qui serait déjà sur le sol français, hein, des gens qui seraient déjà en France et qui pourraient être des ennemis de l'intérieur. Donc on va se dire que s'il y a des Allemands qui sont déjà en France, qu'on rentre en guerre contre l'Allemagne, on pense que ces gens-là, ils vont forcément se battre pour leur propre pays. Et donc on se dit qu'il faut les enfermer. À ce moment-là, ce sont tous les ressortissants ennemis, c'est-à-dire allemands et autrichiens, qui sont systématiquement regroupés et internés en septembre 1939. Et c'est en septembre 1939 d'ailleurs que, dans ce cadre-là, on va ouvrir le camp d'Émile. Alors, après que ça a été appliqué d'une façon totalement imbécile, absurde, puisque la plupart des réfugiés dits ennemis étaient des réfugiés anti-nazis. L'ancienne Tuilerie est progressivement aménagée en lieu de vie, sans effacer les vestiges de l'époque industrielle et faire disparaître la poussière d'argile qui s'infiltre partout. Tant bien que mal, on bouge ces ouvertures pour éviter les courants d'air, rendant le lieu encore plus sombre. Toutes les tranches d'âge de 17 à 55 ans sont représentées au camp. Des hommes noblement vêtus se promenaient à côté d'autres, qui n'avaient plus que des lambeaux de vêtements sur le corps, collés sur eux par la saleté du camp. Sur le millier d'étrangers considérés comme ennemis, ils sont une bonne centaine d'artistes et d'intellectuels à pénétrer dans la chaleur de l'été 1939 les grilles du camp. Parmi eux, des célébrités de la peinture comme Max Ernst et Hans Bellmer. Ils seront compagnons de cellule, sur leur paillasse au milieu de la poussière de briques et de tuiles partout présentes. Lecture Max Ernst, extrait d'un entretien d'Ernst après-guerre. Cela tenait le juste milieu entre la Pologne, c'est-à-dire nulle part, du père Ubu, et les sombres étouffoirs de Kafka. Alors, imaginez-vous que maintenant, je ferme les portes et que je vous dise, vous allez être enfermé ici pendant 8 mois. À votre avis, de quoi vous allez souffrir ? Alors, le froid. Ici, on est au rez-de-chaussée, ça va être les zones les plus froides. Si vous venez en hiver, c'est absolument terrible. Oui. Et sinon, ils sont pas très bien nourris, ils doivent avoir faim. Oui, alors en plus, ils souffrent de ce qu'on leur donne. Leon Feuchtwanger dit qu'il en peut plus de ce bouillon avec à peine un peu de gras dedans, et que lui, dans les 30 kilos de bagages qu'il a apportés, il a notamment emmené des boîtes de conserve, et qu'il va échanger une boîte de homard contre une tomate. Parce qu'il rêve tellement de tomates que tant pis pour le homard. Pour Feuchtwanger, c'est enfin une tomate et enfin des vitamines. Donc effectivement, il souffre aussi de ce qu'il mange. Faire la queue était l'une des activités qui caractérisaient la vie du camp. Il fallait faire la queue devant le bureau quand on voulait formuler une requête ou poser une question. Il fallait faire la queue tous les 15 jours quand on voulait obtenir une petite somme prélevée sur l'argent qu'on avait déposé en arrivant au camp. Il fallait faire la queue à l'entrée de la cantine. Il fallait faire la queue quand on était malade et qu'on devait voir le médecin. Enfin, il fallait faire la queue pour aller chercher la nourriture que vous concédait la direction du camp. Toute la journée, il y avait en outre des files d'attente devant les latrines. Parfois, on pouvait compter jusqu'à 100 personnes qui attendaient devant chacun de ces lieux d'aisance. Il y avait parmi nous beaucoup de malades. En tout cas, tous finirent par l'être. Ceux qui supportaient peu ou prou la nourriture se contaminaient au moment où ils déféquaient.
L'un des problèmes des milles, comme tous les camps d'internement improvisés, ça va être par exemple l'accès à l'eau et les toilettes. Mais lorsque les milles sont ouverts, les soldats qui gardent les internés ne sont pas mieux logés que les internés. Ils logent aussi dans les ateliers à peu près dans les mêmes conditions. Et ce n'est que des mois plus tard qu'il y aura par exemple des baraquements pour le personnel de gardiennage. Le camp va fluctuer entre des périodes où il y aura 200 internés à une période maximale où il y en aura 3400. Comment voulez-vous aménager de façon décente un tel lieu? Les internés sont ainsi entassés dans la poussière, la pénombre, l'agitation. Il y a de l'incompréhension et de la colère chez ces amoureux de la France qui se retrouvent soudainement derrière les barbelés. Mais ces hommes d'esprit n'abandonnent pas la création. Bien au contraire. Le camp fut même surnommé en 1941 le Montmartre des Milles. Une forme de résistance à l'absurdité et à la déshumanisation de la situation. C'est ainsi qu'Hans Bellmer fit le portrait de Max Ernst tout en briques, où Kearns lui-même dessina sa série dite des apatrides, des silhouettes fantomatiques en forme de lime, l'outil de la liberté. Montmartre des Milles. L'expression n'est pas trop forte. Dans un ancien immense four à tuiles, baptisé par les internés 10 catacombes, en référence à un célèbre cabaret contestataire berlinois fermé par les nazis, furent donnés des spectacles, des opéras, des conférences. Il y avait une boîte de nuit tenue par de grandes folles galantes. Leurs amours et leurs émois étaient une distraction bienvenue dans cet univers de briques. Tandis qu'elles chantaient et dansaient et faisaient froufrouter leurs volants, d'autres creusaient, obstinément et sans espoir, les murs de la cellule. Pour entrer dans ce cabaret, même si on est à l'intérieur d'un camp d'internement, il va falloir payer. On fait comme si on était dans la vraie vie. Et puis aussi, ça va entretenir le marché noir, évidemment, puisque quand on est venu avec 30 kilos de bagages et qu'on ne pensait pas rester aussi longtemps, on n'a pas forcément pris les bons ustensiles. Et donc notamment, ça va être une occasion d'échanger ou de payer avec certains objets qu'on a. Donc qu'est-ce qui, à votre avis, a de la valeur à ce moment-là, dans un camp comme celui-là ? Donc la nourriture, effectivement, oui. Le savon, oui. Mais alors aussi, ceux qui se procurent du café, par exemple, ça va avoir beaucoup de valeur. Le journal, il y en a qui vont réussir à se procurer des journaux. L'information est très très difficile à obtenir. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent. Donc si on arrive à se procurer le journal, eh bien on va lire des petits articles en se faisant payer en échange de la lecture des articles. Donc l'information a beaucoup de valeur. Pour échapper à l'ennui sans fin et garder un minimum de dignité, des ateliers en tout genre plus ou moins improvisés sont organisés. Cours de langue, de physique, dessins industriels, reliures, mécanique, menuiserie. Même s'ils sont considérés comme potentiellement ennemis, des parties de foot s'organisent entre les habitants du village des Milles et les internés. Moi, à ce moment-là, je jouais dans l'équipe des Milles et ils avaient formé. Il y avait quelques-uns qui avaient formé une équipe et ils nous avaient demandé au club de faire des matchs amicaux. C'était cordial. Il y en avait de bons. On ne gagnait pas souvent. France-Allemagne. L'ennui confine pourtant parfois à l'angoisse. Pris dans l'étau des Milles, Max Ernst adresse à sa galériste parisienne, Jeanne Buchet, une carte postale où est simplement griffonné « Chère Jeanne, SOS, Max ». La tonalité est tout aussi grave chez un autre auteur allemand, Walter Hasenclever, pionnier de l'expressionnisme, qui fut interné d'abord dans un stade à Antibes avant d'être transféré aux Milles en mai 1940. Je suis un sans-droit,
Privé de toute aide, de tout secours, livré pieds et poings liés, je ne suis d'aucun pays. En France, au pays de Voltaire. Nous pensions être des alliés dans la lutte contre la brutalité et la barbarie. Nous savions, nous, que ces brigands déclencheraient la guerre, mais nous n'étions pas autorisés à le dire. Et maintenant, nous serions aussi responsables. Il y a des gens qui n'ont toujours pas appris à distinguer un Boche d'un Allemand. Malheureusement, ces gens occupent parfois de hautes fonctions. « 11 novembre 1918, 21 juin 1940. 2 dates, 2 armistices, un même lieu retombe. C'est Hitler qui, par souci de revanche, a exigé que l'armistice soit signé dans le même wagon historique de 1918. Avec l'accession de Pétain au pouvoir en juin 1940, conséquence de la débâcle de la France après l'invasion éclair allemande, suivie de l'armistice du 22 juin, la tension monte d'un cran au camp. Parallèlement, le tristement célèbre article 19 de l'armistice attise toutes les craintes des opposants. Il prévoit que la France, désormais dirigée par Pétain, puisse livrer sur demande du régime nazi n'importe quel ressortissant du Reich vivant en France. La France fait peur à partir du moment où le régime de Vichy s'installe et où là, évidemment, on n'est plus dans une période exceptionnelle, à la limite que l'on pouvait comprendre, mais où il s'agit d'une politique qui est une politique d'éradication, en quelque sorte, de ce mal que sont censés représenter ces étrangers. Cet article 19 constitue une menace, une espèce d'épée de Damoclès. Elle était toujours là, cette inquiétude. La question mortelle. Les Français vont-ils nous livrer ? Tous les journaux et les discours nazis me qualifiaient d'ennemi numéro 1. S'ils remettaient aux Français une liste de personnes à leur livrer, j'étais sûr de me trouver parmi les tout premiers noms. En l'espace de très peu de temps, c'est la 3e fois que je sentais la mort de si près. De plus en plus anxieux, les internés exigent de fuir le camp. Face à leur pression et conscient du danger qu'ils encourent, le commandant Goruchon affrète un train pour fuir vers un pays libre. Mais il est trop tard pour l'écrivain Hazen Clever, qui se donne la mort la veille du départ. Feuchtwanger, qui l'a côtoyé au camp, s'interroge. Avait-il perdu tout espoir de voir ce train partir ? Ou bien était-il tout simplement las de cette existence harassante, pitoyable et humiliante, qui ne semblait pas vouloir finir ? Le train n'arrivera finalement jamais à destination. Et les 2000 internés finiront dans un camp près de Nîmes. Feuchtwanger, comme plusieurs centaines d'artistes et d'intellectuels, bénéficia de l'aide du réseau de Varian Fry, un journaliste américain installé à Marseille qui aida l'élite intellectuelle européenne à fuir vers les États-Unis. À partir de novembre 1940, le camp est officiellement désigné comme seul camp de transit de toute la zone sud pour les candidats à l'émigration considérés comme indésirables pour le régime de Vichy. C'est le gouvernement de Vichy, là c'est une autre politique, une politique d'exclusion qui se met en place, internement systématique dans une galaxie de camps qui sont dans cette zone non occupée. Et les milles ont une fonction bien particulière, tout à fait spécifique dans ce maillage des camps, c'est d'être un camp de transit destiné aux internés qui sont en instance d'émigration. Comme Marseille est la seule porte de sortie du pays, la seule où il y ait, par exemple, un consulat des États-Unis, puisque c'est la destination principale, ou bien le consulat du Mexique, autre destination importante, eh bien, les mines ont été choisies pour que les internés et les associations qui les aident, juives en particulier, puissent faire les démarches en vue de l'immigration. Ils arrivent de la plupart des autres camps d'internement de la zone sud, comme Gurs ou Rivesaltes. Au départ, les internés peuvent sortir du camp pour effectuer les démarches nécessaires en vue d'obtenir des visas. Mais peu à peu,
il devient de plus en plus difficile de quitter le territoire. Le 26 février 1941. Tu te donnes beaucoup de peine pour mon émigration, ma chère Annie. J'espère pouvoir être bientôt auprès de toi pour te rendre cela 1000 fois. Toutes les places de bateau étant prises jusqu'à la fin juin, je vais acheter une place pour la Martinique. Ainsi pourrai-je embarquer fin mars. Le 4 mars 1941. Aujourd'hui, j'ai acheté le billet pour la Martinique. Payé le passeport, reçu le visa de transit. Espère recevoir le visa américain dans quelques jours. Il faut 100 papiers et 1000 démarches et de l'argent et de la patience. C'est un vrai miracle si on réussit tout et on arrive à temps à New York. Le 19 mars 1941. Je viens de voir le consul américain. Tous les papiers sont bons, mais il n'a actuellement pas de numéro de quota roumain. Il me faut donc attendre encore un trimestre. Le 25 février 1942. Je n'ai aucun espoir, parce que les fonctionnaires de Washington semblent être des antisémites encore bien pires que ceux de Berlin. Ce qui est ignoble, hypocrite et immoral, c'est que depuis 4 ans, ils ne nous ont pas dit clairement non, mais que de belles paroles et de faux espoirs. Le vice-consul des États-Unis à Marseille, Hiram Bingham, aida au sauvetage de plus de 2500 hommes menacés de mort, déjouant ainsi les consignes de son administration qui ne souhaitait pas se mettre Vichy à dos. Résultat, il finit par être envoyé en Argentine en 1941. Après la stigmatisation, puis l'exclusion, vient le temps de l'élimination. En janvier 1942, les nazis décident de mettre en place l'extermination des Juifs d'Europe. Des milles se transforment en antichambre de la mort, un camp de déportation vers Auschwitz, via Drancy. En effet, Vichy a accepté de livrer 10 000 Juifs de la zone dite libre à l'Allemagne. Les rafles concernent les Juifs étrangers et ceux naturalisés après 1936. Alors à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre pour faire le lien avec le camp des Milles, c'est que quand on commence à mettre en place, à partir de 1942, cette solution finale et donc cette industrialisation de la mort, le régime nazi va se tourner vers les autres pays pour demander les Juifs qui sont sur leur territoire. La France va accepter de livrer 10 000 Juifs depuis la zone sud. On va même plus loin, puisqu'à ce moment-là, on essaie encore de faire croire que ce sont des camps de travail et que donc on n'y envoie que les adultes. Le gouvernement de Pierre Laval va proposer d'envoyer les enfants. Donc ça encore, c'est une initiative de la France. On propose d'envoyer les enfants en camp de la mort. Donc 10 000 Juifs qui vont être livrés depuis la zone sud. Il y en a 2 000 qui vont partir du camp des Milles, qui vont être passés par Drancy et qui vont être envoyés à Auschwitz-Birkenau. Début août 1942, les premiers rassemblements en vue de déportation ont lieu aux Milles. Ils concernent les hommes réquisitionnés dans les groupements de travailleurs étrangers, tout comme les femmes et les enfants assignés à résidence dans les hôtels. Les femmes actuellement hébergées au centre de terminus des ports et Bompard seront regroupées aux Milles. La garde de ce camp sera renforcée par les soins de monsieur l'intendant de police de Marseille. Il conviendra que cette garde fût en place le 16 août. Monsieur de Rodelec a signalé d'autre part qu'il devait prévoir également à Marseille des réactions sérieuses de la part de l'opinion publique dans cette ville. Quand la surveillance aura été renforcée, toute visite au camp sera interdite jusqu'au départ des convois. Le camp sera complètement isolé de l'extérieur. Le camp voit ainsi arriver pour la première fois des femmes et des enfants. Les femmes sont logées dans une salle immense au 2e étage de la Tuilerie. Des familles se reconstituent, on s'embrasse dans la cour, comme les Reinsberg. Karl était aux Milles depuis 1941, sa femme à l'hôtel Bompard. Ils seront déportés tous les deux le 13 août à Drancy, puis assassinés à Auschwitz.
Voici la dernière lettre de Karl Reinsberg, le 8 août, 5 jours avant sa déportation. Ce qui se passe ici n'est encore jamais arrivé dans l'histoire du monde. Mais la punition doit venir un jour. Enfants, femmes et hommes emprisonnés ensemble, et tous les 10 mètres, un gendarme armé. Les scènes déchirantes qui se sont déroulées, c'est cruel. Et ce sera pire quand les transports vont commencer. Les vrais souvenirs du camp d'Émile, c'est l'arrivée, la cohue, la détresse des gens, les parlottes de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Est-ce que tu as une idée, est-ce qu'on peut écrire à quelqu'un? C'était ces parlottes-là. Toujours avec des nouvelles imaginaires. Oui, les Allemands, ils vont perdre la guerre. Et l'autre dit, mais vous êtes complètement fous. Vous avez bien vu ce qui s'est passé en France en 40 avec la force qu'ils ont. Oui, les Américains, ils ont autre chose à faire. Ils ne veulent pas de nous, ils ne nous donnent pas de visa pour aller chez eux. Vous voyez, c'était ce genre de discussions qui tournaient en rond. C'était en rond. Et je ne participais pas tellement à ça parce que pour moi, la seule idée, c'était il faut sortir d'ici. Il faut se sauver. Herbert Traub a 15 ans lorsqu'il fuit l'Autriche avec sa famille. Il est interné avec sa mère au camp de Rivesaltes, où celle-ci meurt d'épuisement. Il profite de l'autorisation d'assister à son enterrement pour s'échapper à Marseille, où il retrouve son père. Pendant 1 an, il participe aux activités d'un réseau de résistance. Son père, considéré comme indésirable, est obligé de quitter Marseille. Il ne le reverra plus. Herbert, quant à lui, est arrêté lors de la grande rafle du sud de la France, le 26 août 1942. On a dit, plus tard, on a raconté que dans certains camps, il y a eu des révoltes, des gens se sont révoltés, les armes à la main, mais à mon époque, en France, c'était pas pensable. C'était inimaginable, parce que les gens étaient, enfin, ceux qui étaient dans le camion, les hommes, ils savaient que les femmes étaient dans un autre camion, donc comment dire, la plupart des gens ne pouvaient pas penser à se sauver tout seuls en laissant leurs femmes et leurs enfants. Donc c'était ça. Moi, j'étais seul. Il y a des associations et des organisations qui gravitent autour du camp pour essayer de sauver des gens, et notamment qui vont demander aux parents de signer des actes d'abandon de leurs enfants. L'OSE, l'œuvre de secours aux enfants, vont proposer aux parents de signer ces actes d'abandon pour pouvoir prendre en charge les enfants et permettre aux parents de partir sans leurs enfants dans les convois. Vous imaginez l'enfer que c'est pour des parents d'avoir la responsabilité de signer un acte comme ça, de laisser leurs enfants. Il y a une grosse incertitude sur où est-ce qu'ils partent. Ils ne savent pas exactement qu'ils partent à la mort. Cette association va essayer de les en convaincre. Certains parents vont accepter. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui aux États-Unis, qui sont toujours en vie parce que leurs parents ont accepté de signer ces actes d'abandon et que leurs parents sont partis à la mort, mais qu'eux ont été sauvés par l'association. D'autres parents vont refuser, on peut aussi les comprendre, et vont partir dans les convois avec les enfants. Lundi 10 août, l'angoisse est à son paroxysme. Vision inoubliable du départ des enfants au-dessous de 18 ans que l'on fera partir en Amérique. Un grand et beau garçon de 17 à 18 ans est entre son père et sa mère qu'il tient par le cou. Il ne pleure pas, mais il se penche alternativement sur l'un et sur l'autre, en frottant son visage contre le leur, lentement et doucement, avec toute la tendresse du monde. Pas un mot. Le père et la mère pleurent sans arrêt, silencieusement. Cela dure. Dure. Personne ne parle. Enfin, l'autocar s'ébranle. Des plus grands aux plus petits, tous fondent en larmes. Pas un cri, pas un geste, mais des visages tendus qui en un instant veulent regarder pour l'éternité. Toute la journée, le rabbin, 2 messieurs israélites français et moi allons plaider auprès de l'intendant de police la cause de malheureux dont le départ nous paraissait équivaloir à pire qu'une condamnation à mort.
Je crois que mon père a fait ce journal qu'il a tenu au jour le jour parce qu'il était incrédule devant ce qui se passait. Au départ, je pense, voulu écrire pour dire oui, mais c'est vrai, parce que après, quand je vais m'en souvenir, je vais dire mais tu as rêvé. Donc je crois qu'il y a une part, si vous voulez, de matérialiser l'horreur. Le pasteur Manin, qui officiait à l'intérieur du camp d'Émile, se voit corps et âme au soutien, puis au sauvetage et à l'évasion d'internés. Ils sont 17, juste parmi les nations, qui, guidés par leur conscience et au péril de leur vie, ont aidé certains internés à échapper à l'enfer promis. Je me souviens, vers la fin de la guerre, un matin, je me lève, j'ouvre les volets, je vois mon père couché en joue par un soldat allemand. Bon, je me suis recouché, j'ai mis la tête sous l'oreiller. Et si ma mère n'avait pas pu joindre immédiatement qui il fallait, je crois que je n'aurais pas revu mon père. Et donc, si vous voulez, il savait qu'il était en danger, qu'il ne fallait pas parler et ne pas compromettre non plus d'autres gens. Autre juste du camp, le couple Boyer. Auguste Boyer fit s'évader de nombreux internés, dont des enfants qu'il cacha chez lui, avec l'aide de sa femme Marie-Jeanne. Il prenait de gros risques, lui. Alors lui, il a fait du boulot. On dit. Il en a aidé. Parce qu'à un moment donné, il était au camp. Il était au camp. Il était gonflé, lui. Ça, c'est un copain. Auguste Boyer, il vient du village d'Émile, c'est un Millois. Il est engagé à partir du printemps 1942 comme gardien à l'intérieur du camp. Et puis il se rend compte qu'on est en train d'interner des femmes, des enfants, des adolescents. Et il est révolté par la situation qu'il voit. Et donc il va entrer en résistance. Il s'est rebellé contre l'autorité à laquelle il était censé obéir pour pouvoir faire ce qu'il a vraiment cru être juste. Et il va contribuer à sauver des adolescents juifs. Alors ces enfants, il les a en plus hébergés chez lui avec l'aide de sa femme. Il a trouvé des réseaux de résistance pour pouvoir leur trouver des familles d'accueil, etc. Et donc on estime environ une vingtaine d'enfants que cet homme a pu sauver. Il nous a cachés dans le grenier du camp jusqu'après le départ des transports. Il nous a descendus par la gaine d'un monte-charge avec sur son dos, à tour de rôle, moi, mon jeune frère et ma sœur. Le fond de la cage n'ayant pas d'issue, il est reparti seul pour chercher un grand marteau, pour briser le mur extérieur. Tout ceci se passait pendant la nuit, dans un silence complet, ponctué par des coups de marteau. « 70 enfants de 5 à 18 ans ont été enlevés aux parents qui devaient être déportés dans l'après-midi. Tout le monde pleurait. Tous ceux qui étaient présents dans le camp, juifs et non-juifs, internés, personnel de l'administration, représentants des œuvres, policiers, aucun d'eux n'oubliera la matinée du lundi 10 août, au camp d'Émile. Quelques heures après, dans l'après-midi, a commencé l'appel des gens à déporter. Il y eut cet après-midi une quinzaine de tentatives de suicide. L'un d'eux n'avait pas réussi à s'entailler assez profondément les veines. On lui fit un pansement au poignet et il fut conduit à son wagon. Le 11 août, à 8 h du matin, premier convoi de déportation pour Drancy. À bord, 262 personnes. La veille, l'intendant de police Rodelec du Porzic
a supervisé lui-même les opérations dites de criblage, où sont établies les listes des personnes à déporter. Le commandant du camp, Robert Molavé, s'y est refusé. Il marque les petits, ils appelaient maman, papa. Par les Français, il est poussé avec la crosse du fusil. Là, on voit par la fenêtre la déportation. Horrible. Les rails passaient devant. On va avoir des femmes qui vont voir qu'on a des gens qui attendent dans la cour, des enfants qui restent debout pendant des heures, des gens qu'on jette à l'intérieur des convois. Hein, ça va être affreux, ils vont se rendre compte de ce qui est en train de se passer. On a ici une fenêtre qui reste toujours ouverte, en mémoire des personnes qui se sont suicidées depuis ici. Durant cette période, une vingtaine de femmes préféreront se défenestrer plutôt que d'être déportées. Une femme se jettera même avec son enfant dans les bras. Mercredi 12 août, lendemain du premier convoi. Détresse, humiliation, dégoût, écœurement, infinie tristesse, des ruines, des vies piétinées, des tâches ineffaçables, des crimes inexpiables. Si vous voulez, uniquement le fait de savoir qu'on allait partir direction la zone occupée, donc vers les Allemands, ça ne pouvait pas être mieux, ça pouvait être que pire. Or, comme il y avait des... Comment dire, on sollicitait des femmes, ça, on en a parlé, pour qu'ils donnent les enfants. Donc ça voulait dire, attention, c'est grave. Moi, à l'époque, je n'interprétais pas ça comme ça. Mais maintenant, je me rends compte que quand on demande à quelqu'un « séparez-vous de votre enfant, donnez-nous les enfants », je peux sauver l'enfant alors que vous, je ne peux pas vous sauver. Ça veut dire quelque chose. La décision d'extermination est du début de l'année 42. Donc l'information... Enfin, n'exagérons pas l'état de l'information, par exemple en France. Il y avait des rumeurs, mais il est évident que personne ne pouvait imaginer à l'époque qu'il y avait les camps d'extermination. Ça, pour nous, c'était inconcevable. Mais je crois qu'il y a dans l'administration et une des autorités une grande indifférence à ce sort. C'est pas leur problème, ça ne les intéresse pas de savoir ce qui va se passer. Ce qui les intéresse, eux, c'est de se débarrasser d'un problème. Et je crois, et c'est le plus abominable à mes yeux d'ailleurs, de ce point de vue-là, ce cynisme des autorités françaises. Quant aux précisions sur ce qui se passe, je dis qu'elles sont, je crois que l'état de connaissance, y compris d'ailleurs dans les populations concernées, est extrêmement variable. Un document administratif, en date du 16 août 1942, sème le doute sur l'état de connaissance de l'administration française sur le devenir de ces convois. Lecture de l'adjudant Philippe, commandant de la brigade de gendarmerie d'Aix-en-Provence. Extrait d'un rapport du 16 août 1942. À la suite du récent regroupement des étrangers internés au camp des Milles, il résulte que des étrangers étaient fixés sur le sort qui leur était réservé à destination, c'est-à-dire exécution massive. 3 autres convois suivront, jusqu'au 10 septembre. On ne lésinera devant rien. Le 26 août 1942, une grande rafle a lieu dans le sud de la France, où 1200 Allemands, Polonais, Autrichiens et Russes sont rassemblés au camp des Milles.
Herbert Traube fait partie des internés. Il échappe au premier convoi grâce à la complicité d'un médecin qui le déclara malade. Or, un beau jour, c'était plus le médecin, c'était un autre. Mais l'autre médecin ne me connaissait pas. J'avais beau lui dire que toi, t'as rien, allez hop, dehors. Mais pendant ce temps-là, j'avais évité deux convois. Quand il y avait un autre appel, là, je me suis caché. Il y avait des endroits qui étaient barricadés, il y avait des fils de fer, on ne pouvait pas passer, mais je me suis faufilé pour me cacher. Je me suis caché une journée. Et après, il a fallu que je sorte, il fallait manger, il fallait boire. Je suis ressorti. Et puis, en fin de compte, le dernier convoi qui a quitté les camps d'Émile, j'en étais. Ce sont au total au moins 2000 personnes, dont une centaine d'enfants qui seront déportés d'Émile. La majorité a été assassinée à Auschwitz. La petite ville d'Émile, elle est quand même juste à côté du camp. Bon. Donc j'ai dit que les gens qui habitaient là, ils ne pouvaient pas ignorer ce qui se passait à côté. Mais j'ai jamais vu des civils qui étaient tout autour pour nous regarder, j'en ai jamais vu. Les gens d'Émile étaient d'abord centrés sur leurs propres problèmes. C'est peu glorieux, mais ce n'est pas tout à fait incompréhensible aussi. Toutes les familles avaient un prisonnier de guerre en Allemagne. Toutes les familles étaient à la recherche de ravitaillement. Je veux dire, il faut bien voir quand même qu'on est dans un contexte extrêmement particulier. En même temps, on est dans un contexte de guerre, de xénophobie montante. Donc il y a eu beaucoup d'attention portée au camp. Je n'en suis pas persuadé. Vous avez ceux qui aimaient, pas qui aimaient, mais qui n'étaient pas contre les Juifs. Puis vous aviez surtout ceux qui étaient contre les Juifs. Et des Millois, ils étaient contre les Juifs. Pourquoi les voisins, il y en avait qu'un qui portait de l'eau à boire. Pourquoi les autres qui habitaient à côté, ils n'en portaient pas? Il n'y en avait qu'un, c'était M. Mercier. Vous savez, c'est difficile à expliquer ce temps-là. Herbert Traube est l'une des très rares personnes à s'être échappée des convois. Dans le wagon, il faisait une chaleur assez conséquente. Il y avait une lucarne qui était ouverte et qui n'était pas obstruée. Il y avait deux barreaux horizontaux. Là. Les gendarmes assis devant la porte. Dans le wagon, au bout d'un certain temps, les gens commençaient à se disputer pour je vais m'asseoir, je ne peux pas, enlève tes jambes, enfin bref, les histoires habituelles. Et puis, à un moment donné, j'ai réussi à passer ma tête entre les deux barreaux pour regarder dehors, respirer un peu d'air et voir le paysage qui défile. On était en pleine campagne. Et puis il y avait quelqu'un derrière moi qui me dit, en allemand, tu sais, si la tête passe, le corps passe. J'ai ressorti ma tête et je dis, c'est sûr ce que vous dites. Ah oui, 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 si la tête passe, le corps passe. Alors j'ai dit aux gens, mettez-vous derrière moi, faites une barrière pour que les gendarmes ne les voient pas. Je passe mes jambes, je fais un rétablissement, je passe le corps, on me pousse parce que la poitrine ne voulait pas passer, je passe ma tête et je reste accroché derrière et je vois le paysage qui passe. Puis les gens, ils me laissent. Ça y est. Puis à un moment donné, l'herbe est toujours verte, je marque au bouton contre le wagon avec mes pieds et je me projette en avant, je fais un roulé-boulet dans le ravin qui était plein de ronces, enfin, hein, et je suis dehors, je suis en dehors du wagon, en dehors du train. Il regagne Marseille et pour échapper au contrôle et combattre le nazisme, il s'engagea dans la Légion étrangère sous une fausse identité. Il participera à la libération de la France et de son pays natal, l'Autriche.
2 mois après le départ des derniers convois, les nazis envahissent la zone libre le 11 novembre. Les derniers internés sont dispersés dans des petits camps et les Allemands réquisitionnent la Tuilerie comme entrepôt de munitions. Et en 1946, ce site où le pire a été commis retrouve sa fonction initiale de Tuilerie. L'heure est à la reconstruction du pays, pas au travail de mémoire. Il aura fallu 30 ans de combat pour exhumer cette histoire. 30 années où des hommes comme Alain Chouraqui n'ont cessé de convaincre les institutions, le public, de faire admettre la terrible réalité historique et de transformer ce camp en lieu d'éducation citoyenne. Aujourd'hui, c'est le seul camp français d'internement et de déportation encore intact. Toute une série de leçons peuvent être tirées de l'histoire de ce lieu et de l'histoire de la Shoah, et de leçons qui sont à la fois pluridisciplinaires, mais aussi intergénocidaires. L'idée, c'était de dire, bon, la Shoah montre un certain nombre de mécanismes humains. Est-ce que c'est spécifique à la Shoah? Est-ce que c'est plus universel, en quelque sorte? Et pour cela, il a fallu comparer, rapprocher en tout cas, du génocide des Arméniens, du génocide des Tutsis au Rwanda et des crimes contre les Tziganes. Et nous nous apercevons effectivement qu'il y a une espèce de socle commun des mécanismes qui peuvent mener au pire, des mécanismes collectifs, individuels, les faits de groupe, les stéréotypes, les préjugés, la passivité, la soumission aveugle à l'autorité. Ce socle commun, il nous éclaire bien sûr sur les tragédies du passé, mais il nous éclaire aussi sur le fonctionnement permanent de l'homme, donc sur aujourd'hui. Donc tous ces éléments psychosociaux, nous les présentons ici, dans ce site mémorial, à partir d'expériences scientifiques que nous avons rassemblées. Au-delà de son parcours historique, le mémorial est une formidable arme pédagogique, au service de la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. Des actions éducatives et citoyennes sont ainsi menées, s'adressant aussi bien aux détenteurs de l'ordre établi, policiers, élus, qu'au jeune public. Combien de races? Est-ce que vous le savez? N'aie pas peur de te tromper, t'inquiète pas. Combien de races? Tu dirais combien, toi? 6. 6? 2. 2? Aucune race. Il n'y a aucune race. Il y a l'espèce humaine, et on fait tous partie de l'espèce humaine. Il n'y a pas de race à l'intérieur de cette espèce humaine. Ce qu'on veut faire comprendre ici, c'est que le racisme et l'antisémitisme, ça peut être très dangereux. On peut finir par tuer des gens par racisme ou par antisémitisme. La question qu'on veut se poser ici, et on va essayer de réfléchir à ça ensemble, c'est est-ce que ces choses-là peuvent encore arriver? Et comment est-ce que ça se fait que ça arrive? Comment est-ce qu'on peut tuer des gens parce qu'on estime qu'ils sont différents? Nous voyons bien aujourd'hui à quel point les clés de compréhension que nous mettons en avant nous éclairent nous-mêmes et éclairent un grand nombre de visiteurs. Tous ces gens réalisent notamment que le racisme et l'antisémitisme sont les moteurs les plus puissants de ces dynamiques qui vont au pire. Parce que ce sont des moteurs passionnels, parce que ce sont des moteurs qui se fondent sur des crispations identitaires très fortes, qui empêchent le dialogue en écartant la raison, et en particulier la raison démocratique. Le constat que c'est par l'élection qu'arrivent parfois des pouvoirs antidémocratiques. Donc la démocratie met, au fond, au service de ses ennemis, des outils dont ils savent parfois bien se servir. Crispation identitaire, demain je ne me relèverai pas parce qu'il n'y a pas de travail, c'est le chômage, crise économique, politique, sociale, morale, etc. Eh bien, dans des sociétés où on va être en tension, où ce n'est pas quelques individus qui vont être en dépression, mais l'ensemble, eh bien, voilà que des minorités actives extrémistes, quelles qu'elles soient, qui vont surfer sur le mal-être des gens en s'appuyant sur ce terreau, en expliquant que on ne va pas forcément trouver, alors ça on n'explique pas les solutions, mais si on ne va pas bien, c'est bien la faute à quelqu'un. Trouver les boucs émissaires sur la base de ses préjugés, surfer là-dessus, et si on n'est pas déjà dans un régime autoritaire, eh bien voilà comment une démocratie, par sa minorité active extrémiste, peut être malmenée à tel point qu'elle laisse la place à un régime autoritaire si on n'était pas déjà. Il faut quand même être conscient qu'il y a des forces négationnistes, qu'il y a des forces antisémites,
qu'il y a des forces xénophobes qui sont à l'action, et si on les laisse faire sans rien dire, ils risquent de contaminer les gens qui sont aujourd'hui bien pensants. Au Camp d'Émile en particulier, on voit bien que les artistes ont su affirmer face au risque de déshumanisation, affirmer une dignité humaine, une capacité de créer. Bref, vous voulez nous abaisser, vous voulez nous déshumaniser pour ne plus nous traiter comme des hommes, eh bien, nous restons des hommes, malgré tout. Et puis on verra bien, évidemment, certains d'entre eux, hélas, ont été emmenés à la mort. Mais c'est un exemple de 1000 résistances possibles, et pas seulement par les armes, et qui, au quotidien, dans une société démocratique relativement apaisée, mais toujours menacée, ou en voie de glissement, si je puis dire, comme on peut en sentir les prémices actuellement, eh bien, ce sont des leçons dont il faut se saisir, et se saisir le plus tôt possible, parce qu'une autre leçon importante, c'est que plus tôt se fait la réaction ou la résistance, plus elle est facile et plus elle est efficace. Et à l'inverse, évidemment, plus on attend, plus les résistances risquent d'être sanglantes. Est-ce qu'on peut résister à ça? Comment on fait pour pas que ça se passe? Parce qu'il suffit d'abord de ne pas être d'accord, et puis d'essayer de tout faire pour pas que ça se passe. Quand les gens font de la discrimination, se moquent, et font du mal à quelqu'un, le plus important d'abord, c'est de ne pas participer à ça. C'est de comprendre aussi qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Au Camp d'Émile, il y a plusieurs personnes qui vont faire ça, parce qu'on peut résister. Mais pourquoi il faut résister alors? Pour pas que ça se reproduise. C'est une urgence parce que la résurgence de ces pensées que j'appelle nauséabondes et néfastes, cette résurgence-là qu'on sent depuis, mettons, une dizaine d'années et qui prend de l'ampleur, il faut la combattre. Oui, mes parents ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont trouvé qu'ils devaient faire ça, ils l'ont fait. Ils n'ont pas été les seuls. Heureusement, malheureusement, tous ne l'ont pas fait, mais espérons que d'autres le referont.